La France va faire pression sur le président de la commission électorale indépendante pour proclamer des résultats en fermant les yeux sur les irrégularités qui ont pu avoir lieu dans le nord de la Côte d'Ivoire et finalement qui donne Alassane Ouattara comme étant le vainqueur de cette élection. Mais disons que ce scénario n'est pas très étonnant quand on connaît les circonstances même de l'élection. Mais l'attitude de la France, ça va être de dire, eh bien voilà, on écoute les résultats donnés par le président de la commission électorale indépendante, et du coup, Alassane Ouattara va être qualifié de président élu, reconnu par la communauté internationale, et c'est vraiment le terme qu'on va entendre sur tous les plateaux de télévision, sans s'attarder sur les conditions de cette élection. La suite, on la connaît. La France se tient aux côtés d'Alassane Ouattara pour renverser militairement Laurent Gbagbo, écarté du pouvoir. Ce dernier sera finalement traduit devant la Cour pénale internationale pour des violences qui se situent dans le cadre du conflit post-électoral. Mais aujourd'hui, on peut affirmer qu'un processus était déjà enclenché avant même la dégradation de la situation sur le terrain. C'est ce qu'explique Fanny Pigeot. Journaliste indépendante, autrice de Côte d'Ivoire, une histoire tronquée, et co-autrice de L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Elle collabore à Mediapart et a analysé des mails ayant fuité du bureau du procureur auprès de la CPI dans le cadre de la série de révélations de la Cour. Mediapart a eu accès à un certain nombre de documents, un certain nombre d'emails notamment, qui montraient de manière évidente qu'il y avait eu des contacts. Donc là, c'était vraiment la preuve écrite qu'il y a eu des contacts au début de la crise post-électorale. Donc la crise commence début décembre 2010. Et il y a eu des échanges de mails entre une ancienne responsable à un poste important de la Cour pénale internationale, qui était diplomate française, qui avait rejoint le bureau de la France à l'ONU à New York. Et donc cette diplomate envoyait un mail à Luis Moreno Ocampo, donc son ancien patron, toujours lui procureur de la CPI à l'époque, lui demandant, elle lui disait, je ne sais plus les termes exacts, mais j'ai besoin de savoir ce que tu as dit hier dans ta conversation avec Alassane Ouattara. Ça, c'était avant les première violence post-électorale. Il s'était encore rien passé de violent quand cet échange de mails se fait. Et c'est quand on voit ça et quand on fait des recherches sur cette question-là, on est extrêmement étonné de voir que le procureur a déjà des contacts avec l'une des parties en conflit. Alors que la guerre post-électorale s'envenime, des diplomates et fonctionnaires internationaux français se trouvant à la Cour pénale internationale, au siège des Nations Unies ou à Paris, s'affairent pour monter le dossier de transfèrement de Laurent Gbagbo alors qu'il est toujours au pouvoir à Abidjan. Ensuite, j'ai regardé d'autres documents qui montraient que les échanges de mails entre la diplomatie française et des employés de la Cour pénale internationale, plutôt français d'ailleurs, puisqu'il y a des représentants français, ont continué pendant des mois, les uns et les autres, ont cherché des moyens légaux pour pouvoir faire en sorte que Laurent Gbagbo soit transféré à la CPI, en tout cas qu'il y ait une enquête qui soit ouverte. Et c'était très compliqué, ils n'arrivaient pas à trouver. Donc pendant des mois, on suit leurs échanges, et ils n'arrivaient pas à trouver parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié le statut de Rome, qui est le fondement juridique de la Cour. Et voilà, ils n'avaient pas de justificatif, de base légale pour pouvoir justifier une arrestation de Laurent Gbagbo. Et ça a continué jusqu'au 11 avril 2011. À ce moment-là, personne n'a encore la base légale pour pouvoir faire quelque chose contre Laurent Gbagbo au point de vue de la justice internationale. Mais là aussi, il y a de nouveau un échange de mails. Et alors là, cet échange de mails est aussi extrêmement intéressant quand on s'intéresse de près à tout ça. Il est question à ce moment-là, ce sont des diplomates français qui sont au sein de la Cour pénale internationale ou des cadres en tout cas français qui s'adressent à la diplomatie française, donc là des diplomates en poste, leur disant qu'il y a un message pour Alassane Ouattara disant qu'il ne faut surtout pas relâcher Laurent Gbagbo. Et quelques jours plus tard, un ou deux jours après, il a été transféré dans le nord de la Côte d'Ivoire où il a été enfermé dans une petite maison et pendant près de 8 mois, sans voir la lumière du jour, dans des conditions difficiles. Mais tout ça sans base légale, ni lié à la législation ivoirienne. Et là, à ce moment-là, la CPI, elle n'avait toujours rien, n'avait rien contre lui, ne pouvait rien faire contre lui. La seule solution qu'ils ont trouvée pour faire en sorte qu'il y ait une enquête qui soit ouverte contre lui, c'est que le bureau du procureur s'autosaisisse en fait. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et l'enquête est à peine ouverte que Laurent Gbagbo est transféré. Donc il y a un problème. Déjà, on s'interroge évidemment sur
sur ce processus extrêmement rapide et en réalité, il n'y a eu aucune enquête. De facto, c'est sur la base d'articles de presse et de rapports d'ONG reprenant le narratif de la France officielle que Luis Moreno Ocampo puis sa successeuse Fatou Bensouda montent leur dossier d'accusation. L'enjeu est de confronter le storytelling médiatique unilatéral au contradictoire judiciaire. Avant le procès à proprement parler, il faut d'abord passer par l'étape de confirmation des charges, c'est-à-dire évaluer la solidité du dossier en vue d'une inculpation. Et déjà, les choses coincent. Nous sommes en 2013. Au moment de la première audience qui est censée confirmer les charges, on se rend compte que 2 juges vont dire bah non, le dossier est absolument pas solide pour justifier une inculpation. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du 2e volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. Le Conseil constitutionnel est le seul habilité à proclamer, et 2 ambassadeurs, l'ambassadeur français et l'ambassadeur des États-Unis, sont venus extraire M. Bakayoko de la CEI pour l'amener à l'hôtel du Golfe. Et vous imaginez, Ahmed, que les résultats de l'élection française puissent être donnés au Crillon ou au Meurice? Ça aurait quel sens? Ben, ça n'en aurait pas. Est-ce que vous savez aussi que Nicolas Sarkozy, faisant fi et au mépris de toutes les conventions et de toutes les pratiques d'État à État, écrivait des courriers au président de la CEI pendant qu'elle était en délibération? L'ambassadeur, c'est tellement vrai que l'ambassadeur de France, Jean-Marc Simon, continue encore aujourd'hui de s'excuser. Aujourd'hui, sa volonté de ne pas s'ingérer, en tout cas, en ce qui concerne les troupes françaises. Vous rigolez ou quoi? Après avoir dit, c'est celui-là qui a gagné, maintenant il dit, je m'ingère plus. Mais il n'est pas le seul à dire celui-là. Ah oui, mais c'est pas parce qu'il n'est pas le seul qu'il n'est pas fautif. Toute la communauté internationale. Mais non, pas toute la communauté internationale. Les États-Unis le disent. Ça fait pas de la communauté internationale. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud est devenue, hier matin, membre du Conseil de sécurité? Vous pensez que l'Afrique du Sud condamne Gbagbo et réclame et sollicite la victoire de Ouattara? Vous savez bien que non. La Chine ne tient pas ce discours-là, la Russie ne tient pas ce discours-là, et depuis l'arrivée de Roland Dumas et Jacques Vergès, il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb... Qui réclament le recomptage des voix. Absolument. Il ne m'étonnerait pas que des pays du Maghreb, de l'Amérique du Sud et du monde arabe plus largement deviennent des soutiens à Gbagbo. Et on reparlera de la communauté internationale à ce moment-là. Jonathan Goodluck a reçu 11 coups de fil en une journée du président Sarkozy. C'est-à-dire, en ce moment, le président de la République française non seulement exaspère les Africains, mais humilie les Français. C'est pas possible qu'un président français appelle 11 fois, sinon un boy, un employé. On ne peut pas appeler 11 fois dans la journée pour insister quelqu'un qui est votre homologue, qui est votre équivalent. Et puis, entre nous soit dit, vous ne pensez pas que le Nigeria a d'autres soucis à régler en ce moment qu'aller faire la police en Côte d'Ivoire, eux qui ne sont pas capables de la faire chez eux, où les affrontements entre chrétiens et musulmans sont sanglants, et probablement dans des proportions plus importantes qu'en Côte d'Ivoire. Parce qu'on avait désigné Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire, ce qui est extraordinaire quand même, même sans entrer dans les arcanes de la politique, c'est qu'un président de la République d'un pays souverain soit désigné de l'extérieur à ce point-là. Enfin bon, c'est un fait. Et donc il y a eu une offensive militaire qui était préparée et qui a été lancée en mars 2011 pour mettre Ouattara en place. Voilà. Donc évidemment, au passage, chasser Laurent Gbagbo. On a pensé certainement qu'il allait fuir. J'en veux pour preuve une que j'ai gardée parce qu'elle est magnifique, du Monde, qui est un journal sérieux, paraît-il, qui date du 5 avril, je crois, 2011, qui annonce que Gbagbo s'est enfui, que Gbagbo n'est plus là, qu'il avait promis de braiser, c'est-à-dire brûler Abidjan, mais qui n'a pas eu le courage de le faire. Enfin, il y a une espèce de fiction extraordinaire à la une du Monde. Le 5 avril, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas où est Gbagbo, on fait mine de ne pas le savoir, alors qu'il est chez lui, enfin à la résidence. Donc ça, c'est une semaine avant son arrestation. Oui. Et à une semaine avant son arrestation, Le Monde le dit en fuite, ou peut-être un hélicoptère vient le chercher. C'est un roman à lire, parce que c'est magnifique. C'est la une du Monde du 5 avril 2011. Donc à partir de là... Et le 5 avril au soir, il donne une interview à Vincent Hervouet en direct. Par téléphone. À LCI. Par téléphone. Par téléphone. On aura l'occasion de revenir sur le traitement médiatique français. Donc il y a eu une offensive qui est donnée. Il y a eu je passe sur les détails, mais il y a eu énormément de matériel qui est arrivé de France par gros porteurs. La Légion est arrivée, tout le monde est arrivé pour
aider les forces rebelles qui n'y arrivaient pas. Il faut savoir ça. Ils étaient descendus dans le nord du pays en faisant énormément de massacres, on en parlera aussi peut-être, j'espère, et de choses abominables qui n'ont jamais été pointées du doigt par la communauté internationale ni par la CPI. Enfin, il y a eu des massacres de masse. Ils arrivent à Abidjan. C'est important que vous souligniez ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est la France, ou en tout cas l'armée française, l'opération Licorne, est en retrait. À la limite donne des cafés, mais elle donne certainement pas d'armes, etc. Non, c'est pas ça. Elle a même transporté les rebelles. Les camions ont transporté les rebelles. Les armes on a trouvé des armes qui venaient de France. La France était totalement impliquée, évidemment, et même impliquée sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont combattu aux côtés des rebelles. Ils ont tiré sur la résidence de Gbagbo, qui les voyait depuis l'ambassade de France. Il y avait le bon Jean-Marc Simon, qui j'ai déjeuné 2 fois. Il a payé. Mais c'est lui qui ouvrait sa résidence, qui est voisine de la résidence du président de la République. Donc de là, ils ont tiré sur la résidence de Gbagbo. Et puis les blindés français, le 2e cuirassé, le 4e régiment de Beach, voilà, sont arrivés devant le portail le 11 avril et ont tiré. C'est eux qui ont fait exploser le portail. C'est ça. Gbagbo les a vus et a fait exploser les portes. Ils sont entrés et on a vu des images de soldats français à l'intérieur de la résidence, bien qu'on ait dit qu'ils n'y étaient jamais entrés. Mais il y a eu des images qui existent toujours, qu'on peut trouver. Voilà. Donc ils ont ouvert la porte et ils ont livré Gbagbo, qui a été arrêté donc par les rebelles. Madame Gbagbo était traitée de façon justement très indigne. Par rapport à la violence de ces images, parce que ça, à mon avis, même encore aujourd'hui, 6-7 ans plus tard, même les Français qui connaissent rien sur ce dossier se souviennent de ce moment-là. Oui, mais c'était dans tous les JT. Comme on avait tracé un portrait de Madame Gbagbo, comme d'une espèce de sorcière abominable, qui était une tueuse, etc. Elle avait les cheveux arrachés. Oui, elle était traitée comme un animal par. Et d'ailleurs, il y a même une partie de l'Afrique, je dirais, qui s'est quand même soulevée par rapport à ces images, qui rappelait vraiment celle du premier ministre congolais, Lumumba, quand il est arrêté. C'est la même, exactement, c'est la même. Avec violence. Oui, c'est la même façon d'agir. Et moi, je dois dire que ce jour-là, c'est la seule fois dans ma vie professionnelle, parce que j'ai pleuré, mais j'ai pleuré par rapport à ce qui arrivait à ces gens-là, parce que Gbagbo, on l'a raconté là. Gbagbo, si on trace sa route, il n'a cessé de discuter. Pour un dictateur, c'est formidable, de discuter. Il est allé à Pretoria, à Lomé, à Ouagadougou, je ne sais où, à Marcoussis. Il a cessé de discuter. Il a pris avec lui les rebelles au gouvernement. On ne peut pas être plus démocrate. C'est-à-dire qu'à la limite, ses amis lui disent « tu l'as été trop ». Voilà. Donc il ne faut pas dire que c'est autre chose que ça. Donc ce qu'il a payé, c'est ça, parce qu'on a agi par la force, parce qu'on n'y arrivait pas. Il était trop intelligent sur le plan politique, d'une part, et d'autre part, il composait avec tout le monde. Gbagbo a toujours composé pour essayer d'établir la paix. Il a fait là, il y a 160 prisonniers politiques qui étaient juste coupables, 156, qui étaient juste coupables d'être partisans de Gbagbo, qui sont toujours en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Gbagbo, après 2002, après l'attaque sauvage, où il y a eu beaucoup de morts à Abidjan, 300 je crois en 24 heures, où des ministres ont été tués, etc., a fait une amnistie après. Il a fait une amnistie générale. Donc comment veut-on dire que cet homme-là est un tyran? C'est la presse française qui l'a fait, c'est le gouvernement français qui l'a fait, mais la vérité est non seulement pas celle-là, elle est exactement l'opposé. C'est-à-dire que la sauvagerie et la violence sont venues par Ouattara, et puis, il faut le dire, par la France, puisque la France et l'ONU. C'est un fait. Donc, parce qu'il y a des intérêts énormes, et qu'effectivement, l'Afrique et le Golfe de Guinée représentent, sur le plan pétrolier, un objectif américain très clair. On le sait, c'est écrit. Et puis que la France ne peut pas se permettre de perdre. On aura l'occasion d'y revenir. Peut-être si vous voulez rajouter quelque chose, Charles Nana, au sujet de la violence de l'arrestation, qui est même quand on connaît la France-Afrique, etc. Je me souviens qu'à l'époque, en tout cas, beaucoup étaient surpris de la brutalité avec laquelle ça se passait, avec le double discours qui était « la France n'est pas là, on n'a rien fait ». Enfin voilà, le discours médiatique français, c'était « est-ce que notre armée a aidé ou pas ?» Finalement, on peut penser que non. Ce sont les forces
Les forces du Nord, les forces rebelles qui ont fait tomber Gbagbo et non la France. Oui, ça c'est du sarkozysme pur. Des mémoires d'analystes des rapports entre la France et l'Afrique depuis de nombreuses années, je n'ai jamais vu